Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Ainsi parlait Épictète, et dans cette simple phrase se cache une arme plus puissante qu'une armée entière. Tu crois que ton ennemi est extérieur, tu crois qu'il te menace, qu'il t'attaque, qu'il cherche à te nuire. Mais la vérité brutale est la suivante. Ton ennemi ne peut exister sans ta réaction. Il se nourrit de ton agitation, de ta colère, de ton besoin de riposter. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment détruire ton ennemi sans lever le moindre coup, sans élever la voix, sans entrer dans le combat qu'il espère. Tu vas comprendre pourquoi l'indifférence maîtrisée, la discipline intérieure et la supériorité morale sont des armes invisibles. Écris en commentaire « Je choisis la maîtrise ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car la vérité stoïcienne que tu vas entendre est rarement comprise et encore moins appliquée. Dans les rues de la Rome antique, sous les colonnes de marbre et l'agitation des forums, naquit une école de pensée qui n'enseignait pas à conquérir des territoires, mais à conquérir son propre esprit. L'école du portique, fondée par Zénon, transmise plus tard par Sénèque, approfondie par Marc Aurèle et clarifiée par Épictète, ne formait pas des guerriers du glaive, mais des guerriers de la conscience. Pour eux, l'ennemi le plus dangereux n'était pas l'homme qui insulte, trahit ou attaque, mais la passion incontrôlée qui surgit en toi lorsque cela arrive. Le stoïcien comprenait que la véritable victoire n'était pas de faire plier l'adversaire, mais de rester inébranlable face à lui. Dans cette philosophie, détruire son ennemi ne signifiait pas l'humilier ou l'écraser, cela signifiait lui retirer tout pouvoir sur ton esprit, car un ennemi existe seulement s'il provoque en toi une perturbation, s'il t'arrache à ta paix, s'il déclenche ta colère, s'il dirige tes pensées, alors il t'a déjà vaincu. Le stoïcisme enseigne la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Les paroles des autres, leurs actes, leurs jugements ne dépendent pas de toi. Ta réaction, elle, dépend entièrement de toi. Voilà le champ de bataille réel. Dans le monde moderne, cette sagesse est souvent mal comprise. On confond la maîtrise avec la faiblesse, le silence avec la soumission, le détachement avec l'indifférence froide. On glorifie la riposte, l'orgueil blessé, la revanche publique. Les réseaux sociaux amplifient chaque conflit, chaque insulte devient un spectacle. Pourtant, plus tu réponds, plus tu alimentes le feu, plus tu cherches à prouver, plus tu montres que tu es touché. Le stoïcien, lui, comprend que l'ego blessé est le véritable tyran. Aujourd'hui, ton attachement à l'image, ta peur d'être mal jugé, ton besoin d'avoir raison te rendent vulnérable. Tu crois combattre un ennemi extérieur alors que tu es dominé par tes propres impulsions. Détruire ton ennemi sans le combattre commence par une révolution intérieure. Cesser de lui offrir ton énergie. C'est cette stratégie invisible que nous allons maintenant explorer. Dans cette partie, tu vas découvrir les fondations invisibles de la victoire stoïcienne. Voici le plan que nous allons suivre. Premièrement, comprendre que l'ennemi se nourrit de ta réaction. Deuxièmement, apprendre à retirer ton approbation intérieure. Troisièmement, transformer l'insulte en exercice de discipline. Quatrièmement, utiliser le silence comme force stratégique. Cinquièmement, cultiver l'indifférence active. Sixièmement, élever ton niveau moral au-dessus du conflit. Septièmement, faire de ta propre excellence la réponse définitive. Si tu saisis ces principes, tu comprendras que le combat extérieur devient inutile lorsque la maîtrise intérieure est totale. Entrons maintenant dans le premier mouvement de cette stratégie invisible. Le premier principe est simple, mais redoutable. Ton ennemi ne peut exister sans ta participation émotionnelle. Imagine quelqu'un qui t'insulte. Les mots ne sont que des vibrations dans l'air. Pourtant, en une seconde, ton cœur s'accélère, ton esprit s'enflamme, ton ego se dresse. Pourquoi ? Parce que tu as donné ton assentiment. Selon la pensée stoïcienne, un événement extérieur n'est rien tant que tu ne le qualifies pas de blessant. L'ennemi, en réalité, tente d'obtenir une chose précise, ta réaction. S'il te provoque et que tu réponds par la colère, il a gagné. S'il te pousse à te justifier, à te défendre avec agitation, il a gagné. S'il occupe tes pensées la nuit, il a gagné.
Détruire ton ennemi sans le combattre commence par refuser ce carburant. Lorsque tu demeures calme, lorsque tu observes l'insulte comme un phénomène neutre, tu crées un vide. Et dans ce vide, son attaque s'effondre. Pose-toi cette question. Combien de conflits auraient disparu si tu avais simplement refusé de réagir? Le deuxième principe consiste à retirer ton approbation intérieure. Les stoïciens parlaient de l'assentiment comme d'un acte volontaire. Tu n'es pas obligé de croire ce que l'on dit de toi. Si quelqu'un affirme que tu es incapable, cela ne devient vrai que si tu l'acceptes. Si quelqu'un te déteste, cela ne diminue pas ta valeur réelle. L'ennemi tente d'installer un doute en toi. Il veut que tu te défendes, que tu prouves, que tu entres dans son jeu. Mais lorsque tu retires ton approbation, tu rends son attaque stérile. Dans la vie quotidienne, cela signifie que tu cesses de chercher à convaincre tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque accusation. Le stoïcien comprend que sa valeur repose sur sa vertu, non sur l'opinion fluctuante des autres. Lorsque tu refuses intérieurement de valider l'attaque, ton ennemi frappe dans le vide, et peu à peu, il se fatigue, car il n'y a rien de plus frustrant pour un adversaire que de ne pas obtenir la moindre fissure émotionnelle. Le troisième principe consiste à transformer chaque attaque en entraînement. Avant d'entrer dans ce principe, comprends ceci. Le stoïcien ne fuit pas le conflit, il l'utilise. Là où l'homme ordinaire voit une provocation, le disciple du portique voit une occasion de renforcer son âme. Lorsque quelqu'un te critique injustement, au lieu de répondre par la colère, tu peux observer ta réaction intérieure comme un scientifique observe une expérience. Tu sens la tension monter, tu remarques l'impulsion de répondre, mais tu décides de rester maître. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que l'impulsivité, tu deviens plus fort. Ton ennemi croit t'attaquer, mais en réalité, il t'offre un exercice. Dans la vie quotidienne, cela peut être un collègue qui cherche à te rabaisser, un proche qui te provoque, un inconnu qui te manque de respect. Si tu transformes ces moments en entraînement mental, tu progresses. Demande-toi, est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être forte? Cette simple question change tout. Lorsque tu fais de chaque attaque un terrain d'entraînement, tu cesses d'être une victime. Tu deviens un pratiquant. Le quatrième principe est le pouvoir stratégique du silence. Le silence n'est pas faiblesse, il est sélection consciente. Dans un monde où chacun veut répondre, se justifier, expliquer, le silence maîtrisé devient une forme de domination invisible. Lorsque ton ennemi parle et que tu ne réagis pas, il se retrouve face à lui-même. Il attend une explosion, une défense, une contre-attaque. Il ne reçoit rien. Ce vide le déstabilise. Dans la vie moderne, cela signifie parfois ne pas répondre à un message provocateur, ne pas alimenter une dispute publique, ne pas entrer dans une escalade verbale. Le silence peut sembler difficile, car ton ego veut se défendre. Mais chaque fois que tu résistes à cette impulsion, tu affirmes ta souveraineté intérieure. Le silence permet aussi de gagner du temps, et le temps refroidit les passions. Combien de conflits auraient été évités si l'on avait attendu quelques heures avant de répondre? En choisissant le silence, tu retires à ton ennemi la scène qu'il espérait. Et sans scène, le spectacle s'éteint. Le cinquième principe est l'indifférence active. Il ne s'agit pas de froideur ou de mépris, mais de hiérarchisation consciente. Tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton énergie. L'indifférence active consiste à décider ce qui est digne de ton esprit et ce qui ne l'est pas. Si une personne cherche constamment à te provoquer, pourquoi lui offrir ton temps? Si une critique ne touche pas à ta vertu, pourquoi la laisser troubler ton calme? L'ennemi s'affaiblit lorsque tu refuses de lui accorder de l'importance. Dans la vie quotidienne, cela signifie choisir tes batailles, concentrer ton énergie sur tes objectifs et non sur les distractions émotionnelles. L'indifférence active est un filtre. Elle te protège de l'agitation inutile. À ce stade, je te pose une question. Dans ta vie actuelle, qui ou quoi reçoit trop de ton énergie émotionnelle? Écris-le en commentaire et observe ce que cette prise de conscience révèle. Le sixième principe consiste à élever ton niveau moral au-dessus du conflit. Avant d'entrer dans ce principe, retiens ceci.
Le stoïcien ne cherche pas à vaincre par la ruse, mais par la vertu. Si ton ennemi agit par jalousie, par colère ou par médiocrité, et que tu réponds avec les mêmes armes, tu deviens son égal. Mais si tu réponds par la dignité, par la cohérence et par la constance, tu changes la nature même du rapport de force. Dans la vie quotidienne, cela signifie continuer à agir avec intégrité, même lorsque l'on te traite injustement. Cela signifie tenir parole, travailler avec excellence, rester juste dans tes décisions. L'ennemi espère que tu perdras ton calme et que tu te trahiras toi-même. Lorsqu'il voit que tu refuses de descendre à son niveau, il se retrouve face à son propre comportement. Cette élévation morale détruit son influence, car elle révèle le contraste. Tu n'as pas besoin d'attaquer, ta cohérence parle pour toi. Demande-toi, suis-je prêt à sacrifier ma vertu pour un conflit passager? La réponse détermine ta force. Le 7e principe est la supériorité silencieuse par l'excellence personnelle. Rien n'affaiblit davantage un adversaire que ta progression constante. Lorsque tu concentres ton énergie sur ton développement, ton savoir, ta discipline et ta stabilité intérieure, tu déplaces le terrain du combat. L'ennemi veut que tu restes fixé sur lui. Il veut occuper ton esprit. Mais si tu utilises cette énergie pour t'améliorer, pour devenir plus compétent, plus calme, plus lucide, tu le dépasses sans confrontation. Dans la vie réelle, cela signifie transformer la critique en motivation, transformer l'opposition en carburant pour ta croissance. Au lieu de répondre par des mots, tu réponds par des résultats. Peu à peu, l'ennemi perd son importance, car tu es déjà ailleurs. C'est ainsi que le stoïcien détruit sans combattre. Il rend l'attaque inutile, le conflit obsolète, l'adversaire insignifiant. Tu comprends maintenant que la véritable victoire n'est pas spectaculaire. Elle est intérieure, progressive et silencieuse. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est définitive. Dans cette partie, nous allons approfondir ce que peu de lecteurs du stoïcisme comprennent réellement. Voici le plan que nous allons suivre. Premièrement, dévoiler l'illusion du contrôle qui te pousse à combattre inutilement. Deuxièmement, explorer la dichotomie du contrôle comme arme stratégique. Troisièmement, comprendre l'impermanence comme dissolution naturelle de l'ennemi. Quatrièmement, contempler la mort pour relativiser tout conflit. Cinquièmement, maîtriser la discipline mentale face aux provocations. Sixièmement, placer la vertu au-dessus de la victoire apparente. Septièmement, découvrir le détachement émotionnel comme puissance paradoxale. Ces révélations avancées ne sont pas théoriques. Elles sont des leviers concrets pour transformer la manière dont tu perçois l'adversité. Entrons maintenant dans la première révélation. La première révélation est brutale. Tu crois contrôler les autres, mais tu ne contrôles même pas ton propre jugement initial. L'illusion du contrôle est la racine de nombreux conflits. Tu veux que l'autre comprenne, qu'il admette son tort, qu'il change de comportement. Mais le stoïcien sait que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de lui est la source de la frustration. Lorsque ton ennemi agit, tu ne maîtrises ni son caractère, ni ses intentions, ni ses réactions futures. Croire que tu peux modeler sa volonté par la confrontation est souvent une erreur. En réalité, plus tu cherches à imposer ton contrôle, plus tu t'enchaînes à son comportement. L'illusion du contrôle te pousse à entrer dans une lutte interminable. En abandonnant cette illusion, tu cesses immédiatement de nourrir le conflit. Tu concentres ton énergie sur ton propre jugement, sur la qualité de tes pensées, sur la rectitude de tes décisions. Ce déplacement intérieur est déjà une victoire. La deuxième révélation approfondit la dichotomie du contrôle. Les stoïciens distinguaient clairement ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ton opinion, ton désir, ton aversion, ton action volontaire dépendent de toi. La réputation, la richesse, la santé parfaite, l'opinion des autres ne dépendent pas entièrement de toi. Lorsque tu comprends cette séparation, le terrain de la guerre change radicalement. Ton ennemi peut attaquer ta réputation, il peut tenter de ternir ton image, mais il ne peut toucher à ta volonté sans ton consentement. Cette distinction crée une liberté immense. Dans la vie quotidienne, cela signifie accepter que certaines injustices ne seront pas corrigées immédiatement. Cela signifie agir avec justesse,
même si l'autre ne reconnaît pas son erreur. La dichotomie du contrôle transforme le conflit en exercice de clarté. Tu te demandes à chaque instant, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, tu lâches prise. Si la réponse est oui, tu agis avec discipline. Cette lucidité retire à l'ennemi son pouvoir de manipulation. La troisième révélation est celle de l'impermanence. Tout passe, les conflits passent, les réputations changent, les insultes s'effacent avec le temps. Pourtant, dans l'instant, tu agis comme si l'attaque était éternelle. Tu te crispes, tu dramatises, tu crois que ce moment définira toute ton existence. Le stoïcien, lui, regarde plus loin. Il sait que l'émotion intense d'aujourd'hui sera un souvenir affaibli demain. Il sait que l'ennemi lui-même est soumis au temps, à la fatigue, au changement. Comprendre l'impermanence dissout une grande partie du besoin de combattre. Pourquoi investir une énergie colossale dans quelque chose qui disparaîtra? Dans la vie quotidienne, cela signifie prendre du recul avant de réagir. Se demander, est-ce que cela aura encore de l'importance dans 1 an, dans 5 ans? Souvent, la réponse est non. Cette perspective élargie affaiblit immédiatement la gravité apparente du conflit. L'ennemi perd son aura dramatique. Il devient un épisode, non une menace permanente. Lorsque tu intègres l'impermanence, tu refuses d'accorder à l'instant une importance qu'il ne mérite pas. La quatrième révélation est plus radicale, la contemplation de la mort. Les stoïciens méditaient régulièrement sur leur propre finitude, non pour sombrer dans la peur, mais pour clarifier leurs priorités. Lorsque tu te rappelles que ta vie est limitée, que chaque jour est précieux, le désir de te battre pour des provocations insignifiantes s'amenuise. Si tu devais quitter ce monde demain, choisirais-tu de consacrer tes dernières heures à une querelle? Cette réflexion n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle remet le conflit à sa place. L'ennemi qui te semble gigantesque aujourd'hui est un être mortel comme toi, fragile, temporaire. Cette conscience relativise son pouvoir. Dans la vie réelle, méditer sur la mort peut transformer ton rapport aux tensions quotidiennes. Tu réalises que ton énergie est un capital limité. La gaspiller dans la rancune est une perte irréparable. La contemplation de la mort devient ainsi une arme silencieuse. Elle réduit le conflit à sa véritable dimension, minuscule face à l'infini du temps. La cinquième révélation concerne la discipline mentale face aux provocations. Le stoïcien ne prétend pas ne rien ressentir. Il ressent, mais il ne se laisse pas diriger. Lorsqu'une attaque survient, l'émotion surgit naturellement. La discipline consiste à interposer un espace entre l'impulsion et l'action. Cet espace est ton royaume. C'est là que se décide la victoire. Dans la vie quotidienne, cela signifie respirer avant de répondre, différer une décision sous l'effet de la colère, reformuler intérieurement l'événement de manière rationnelle. Au lieu de penser « il m'attaque », tu peux penser « il agit selon sa nature et sa compréhension limitée ». Cette reformulation change la charge émotionnelle. La discipline mentale transforme l'ennemi en révélateur de ton niveau de maîtrise. Plus la provocation est forte, plus l'entraînement est intense. Écris en commentaire « ma maîtrise est ma force ». Cette phrase peut devenir ton rappel intérieur lorsque l'agitation tente de te dominer. La sixième révélation est paradoxale. La vertu est plus puissante que la victoire apparente. Dans le monde ordinaire, gagner signifie humilier l'autre, obtenir le dernier mot, imposer sa supériorité. Mais pour le stoïcien, la seule victoire authentique est morale. Si tu remportes une dispute en mentant, en manipulant ou en blessant inutilement, tu as peut-être triomphé extérieurement, mais tu t'es affaibli intérieurement. La vertu, elle, ne dépend pas du résultat visible. Elle dépend de ton alignement avec la justice, la tempérance, le courage et la sagesse. Lorsque ton ennemi agit mal et que tu choisis d'agir bien, tu crées un contraste puissant. Ce contraste agit comme un miroir. Soit il le force à s'interroger, soit il l'isole davantage dans son propre désordre. Dans la vie quotidienne, cela signifie rester cohérent même lorsque personne ne t'observe. Rester juste même si cela semble te désavantager à court terme. La vertu construit une réputation silencieuse
que le temps consolide. L'ennemi peut gagner un échange, mais il ne peut détruire une intégrité solidement ancrée. La 7e révélation est celle du détachement émotionnel comme puissance suprême. Le détachement n'est pas absence d'émotion, c'est absence d'esclavage. Tu peux ressentir la colère sans devenir colère. Tu peux percevoir l'injustice sans devenir vengeance. Le détachement consiste à observer tes états intérieurs sans t'y identifier totalement. Lorsque tu maîtrises cette distance, ton ennemi perd sa prise. Il peut essayer de te provoquer, de te séduire par la colère ou par la peur, mais il ne trouve pas d'accroche durable. Dans la vie moderne, où chaque notification, chaque commentaire, chaque regard peut déclencher une réaction, le détachement est une discipline rare. Il exige de la pratique, de la conscience et une volonté ferme. Mais une fois cultivé, il te rend pratiquement inattaquable, car ce que l'ennemi cherche à toucher, ce sont tes émotions non maîtrisées. S'il ne trouve pas cette faille, son pouvoir s'éteint. Tu comprends alors que détruire ton ennemi sans le combattre n'est pas une technique de manipulation, c'est un état d'être, un état dans lequel rien d'extérieur ne peut te contraindre à trahir ta paix intérieure. Dans cette partie, nous allons passer de la compréhension à l'incarnation. Voici le plan que nous allons suivre. Premièrement, pratiquer la visualisation négative pour réduire la peur de l'attaque. Deuxièmement, tenir un journal stoïcien pour clarifier tes jugements. Troisièmement, maîtriser tes jugements instantanés. Quatrièmement, adopter la discipline volontaire. Cinquièmement, contempler la mort comme rappel stratégique. Sixièmement, exercer le contrôle conscient de tes réactions. Septièmement, cultiver la gratitude rationnelle. Ces pratiques ne sont pas abstraites, elles sont des exercices concrets qui, appliqués avec constance, transforment ta force mentale et ta stabilité émotionnelle. Commençons par les deux premières. La visualisation négative consiste à imaginer lucidement les scénarios difficiles avant qu'ils ne surviennent. Plutôt que de fuir la possibilité d'une attaque, tu l'anticipes mentalement. Tu te représentes quelqu'un qui te critique, qui te provoque, qui cherche à nuire à ta réputation. Tu observes en imagination la montée possible de la colère, puis tu t'entraînes à répondre avec calme. Cet exercice réduit la surprise émotionnelle. Lorsque l'événement réel survient, il ne te prend plus au dépourvu. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier prévoir une conversation tendue, anticiper une critique professionnelle ou un désaccord familial. En visualisant la difficulté, tu renforces ta préparation intérieure. La peur diminue parce que ton esprit a déjà exploré le terrain. Cette pratique transforme l'ennemi potentiel en simple variable prévisible. Elle développe une résilience qui te permet d'entrer dans la situation avec stabilité plutôt qu'avec agitation. Le journal stoïcien est un outil de clarification. Chaque jour, tu prends le temps d'écrire les événements qui t'ont troublé, les réactions que tu as eues, les jugements que tu as formulés. Tu identifies où tu as perdu ton calme, où tu as réagi par orgueil, où tu as cédé à l'impulsion. Cet acte d'écriture crée une distance. Il te permet de voir tes pensées comme des objets observables plutôt que comme des vérités absolues. Dans la pratique, cela peut être quelques minutes le soir pour revisiter un conflit, analyser ce qui dépendait de toi et ce qui ne dépendait pas de toi. Peu à peu, tu développes une lucidité accrue. L'ennemi extérieur cesse d'être le centre de ton attention. C'est ton propre jugement qui devient le sujet principal. Cette pratique renforce ta cohérence. Elle transforme chaque erreur en leçon structurée, chaque tension en occasion d'apprentissage conscient. La maîtrise des jugements instantanés est la troisième pratique. Avant même que tu en aies conscience, ton esprit étiquette les événements. Injustice, manque de respect, menace, humiliation. Ces jugements déclenchent l'émotion. Le stoïcien apprend à suspendre cette première interprétation. Lorsqu'une parole te blesse, au lieu de conclure immédiatement qu'elle est offensante, tu peux la considérer comme une simple opinion. Cette suspension crée un espace stratégique. Dans la vie quotidienne, cela signifie reformuler intérieurement la situation. Au lieu de penser « il me manque de respect », tu peux penser
Il agit selon sa perception et son tempérament. Cette reformulation n'excuse pas tout, mais elle réduit la charge émotionnelle. Plus tu pratiques cette suspension, plus ton esprit devient stable. Tu cesses de réagir à chaque stimulation extérieure. Ton ennemi perd l'accès direct à ton système émotionnel. La maîtrise des jugements transforme la provocation en donnée neutre. Et face à une donnée neutre, la colère n'a plus de carburant. La discipline volontaire est la quatrième pratique. Elle consiste à choisir délibérément des inconforts contrôlés afin de renforcer ta résistance intérieure. Les stoïciens pratiquaient parfois la simplicité volontaire, le jeûne occasionnel, l'exposition au froid ou la limitation des plaisirs. Pourquoi? Pour apprendre que le confort n'est pas indispensable à la dignité. Lorsque tu t'entraînes à supporter de petites difficultés choisies, les difficultés imposées te semblent moins écrasantes. Dans la vie moderne, cela peut signifier limiter ton usage des distractions numériques, accepter des tâches exigeantes sans te plaindre, maintenir un rythme de travail discipliné. Cette pratique forge une solidité intérieure. L'ennemi qui tente de te déstabiliser trouve face à lui un esprit habitué à l'inconfort. Tu n'es plus dépendant d'un environnement parfaitement favorable. La discipline volontaire élargit ta tolérance. Elle réduit la peur. Et un individu qui n'a pas peur de l'inconfort est difficile à manipuler. La contemplation consciente de la mort est la cinquième pratique. Elle prolonge la révélation précédente en l'ancrant dans un rituel régulier. Chaque jour, rappelle-toi que ton temps est limité. Non pour te décourager, mais pour hiérarchiser. Face à un conflit, demande-toi, est-ce digne de mon énergie finie? Cette question agit comme un filtre puissant. Dans la vie quotidienne, elle peut transformer ta manière d'aborder les tensions professionnelles ou familiales. Tu réalises que certaines disputes sont des pertes de temps irréversibles. Écris en commentaire « Mon temps est précieux ». Cette phrase peut devenir ton garde-fou lorsque l'impulsion de combattre surgit. La contemplation de la mort t'aide à choisir la paix stratégique plutôt que la vengeance impulsive. Elle réduit l'ennemi à sa juste proportion. Un épisode dans une existence brève. Le contrôle conscient des réactions est la sixième pratique. Il ne s'agit pas de supprimer l'émotion, mais de décider de la forme que prendra ta réponse. Lorsque la provocation survient, tu peux choisir le ton de ta voix, la posture de ton corps, le moment de ta réponse ou même l'absence de réponse. Ce choix est un acte de souveraineté. Dans la vie quotidienne, cela signifie ralentir volontairement ton débit de parole lorsque tu sens la colère monter, maintenir un regard stable, adopter une posture détendue plutôt que contractée. Ces ajustements physiques influencent ton état intérieur. Plus tu maîtrises tes réactions visibles, plus ton esprit s'apaise. Ton ennemi attend une explosion, un signe de déséquilibre. S'il ne voit rien, il doute. Le contrôle des réactions crée une impression de solidité. Il renforce aussi ta confiance en toi, car tu constates concrètement que tu peux diriger ton comportement même sous pression. Cette pratique transforme chaque interaction tendue en test de maîtrise. Et plus tu réussis ces tests, plus ton autorité intérieure s'affermit. La gratitude rationnelle est la septième pratique. Elle peut sembler étrangère au conflit, mais elle en modifie profondément la dynamique. La gratitude rationnelle consiste à reconnaître consciemment ce que tu possèdes déjà, ta capacité de penser, d'agir, de choisir. Lorsque tu te concentres sur ces richesses, les attaques extérieures paraissent moins menaçantes. Dans la vie quotidienne, cela signifie prendre un moment pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'opinion d'un adversaire. Tu peux être reconnaissant d'avoir l'occasion de pratiquer la maîtrise, d'avoir un esprit capable de discernement. Cette gratitude n'est pas naïve, elle est stratégique. Elle déplace ton attention de la menace vers la capacité. L'ennemi cherche à te faire sentir diminué. La gratitude rationnelle réaffirme ta suffisance intérieure. Elle crée une stabilité émotionnelle qui rend la provocation inefficace. Lorsque ces pratiques s'enracinent, ta force mentale change de nature. Tu ne cherches plus à gagner des affrontements, tu cherches à préserver ta cohérence. Les obstacles modernes, comme les distractions constantes, la recherche de validation et l'impulsivité encouragée par la vitesse numérique,
deviennent des défis supplémentaires à maîtriser. Pour les surmonter, fixe des limites claires à ton temps d'exposition aux conflits inutiles, évite de répondre immédiatement sous l'effet d'une notification et rappelle-toi régulièrement la dichotomie du contrôle. Chaque fois que tu résistes à l'impulsion de réagir, tu renforces ton autorité intérieure. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la vengeance, tu affaiblis l'ennemi sans lever la main. C'est ainsi que la philosophie antique devient une stratégie moderne, en transformant ton esprit en citadelle. Tu as maintenant parcouru un chemin que peu de personnes osent t'emprunter. Tu as compris que l'ennemi véritable n'est pas celui qui parle contre toi, mais celui qui t'arrache à ta maîtrise. Tu as vu que la réaction nourrit le conflit, que l'assentiment intérieur donne du pouvoir à l'attaque, que le silence, l'indifférence active et l'élévation morale désarment sans violence. Tu as découvert que l'illusion du contrôle te piège, que l'impermanence relativise les tensions, que la contemplation de la mort clarifie tes priorités. Tu as appris que la discipline mentale, la vertu et le détachement émotionnel constituent une supériorité invisible. Enfin, tu as reçu des pratiques concrètes pour transformer ces principes en force quotidienne. Détruire ton ennemi sans le combattre n'est pas un acte spectaculaire. C'est une transformation silencieuse. C'est refuser de laisser ton esprit être envahi. C'est choisir la cohérence plutôt que la réaction. C'est faire de ta vie un témoignage de stabilité. L'ennemi peut continuer à parler, à provoquer, à exister. Mais s'il ne contrôle plus ton jugement, il ne contrôle plus rien. Alors je te laisse avec cette question. Qui est réellement puissant? Celui qui crie le plus fort ou celui qui reste inébranlable? Si cette réflexion t'a éclairé, abonne-toi pour approfondir cette discipline. Partage cette sagesse avec ceux qui cherchent la maîtrise et fais de chaque conflit une occasion d'affirmer ta souveraineté intérieure.